L'enterrement du policier tué à Lyon, Gaston Defferre face au malaise de la police. Moscou, anniversaire de la révolution d'octobre, l'URSS exhibe sa force militaire. Un drame de l'exode, les Haïtiens refoulés des États-Unis. Rugby, un match pour le plaisir, les All Blacks ont battu les Barbarians 28-18. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis des mois, le malaise couvait entre la police et son ministre, le ministre de l'Intérieur Gaston Defferre. Malaise entretenu chez les policiers par les nouvelles orientations en matière d'ordre et de justice engagées par le gouvernement, entretenu aussi par la recrudescence de la violence dont souvent les policiers sont les premiers à faire les frais. Aujourd'hui, le malaise a éclaté au grand jour, l'occasion était symbolique et tragique, les obsèques à Lyon du brigadier Guy Hubert, abattu mardi dernier par les cambrioleurs d'une banque. Les faits, Patrick Simpson-Jones. Les obsèques du brigadier Guy Hubert se sont déroulées ce matin en la chapelle de Saint-Alban à Lyon. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense nationale ainsi que des personnalités de la police étaient présents à la cérémonie. Le brigadier Hubert et un gardien de la paix avaient surpris des malfaiteurs en flagrant délit dans le quartier des Brotteaux. Ces derniers n'avaient pas hésité à tuer. Il n'est pas tolérable, non seulement que nous vivions dans un pareil état d'insécurité, mais que ceux qui sont les gardiens de l'ordre soient assassinés. À l'écart du lieu de la cérémonie, plus de 1500 policiers en civil et en tenue ont formé un cortège qui semble avoir créé quelques difficultés au moment où les voitures officielles sont reparties. Le ministre, de son côté, a ensuite rendu visite au gardien de la paix Régis Dardillac, qui avait été grièvement blessé au ventre au moment du hold-up. Pendant ce temps, le cortège se déplaçait vers la banque où l'agression avait eu lieu afin d'y déposer des gerbes. Le brigadier Hubert avait 46 ans, il était père de 2 enfants âgés de 15 et 18 ans. Le ministre a aussi rappelé les mesures décidées par le gouvernement pour renforcer la police, le recrutement de 6000 policiers de plus et l'amélioration de leur équipement. En dépit de ces mesures et aussi des gestes que Gaston Defferre multiplie depuis quelque temps pour rassurer les policiers, leurs syndicats ne désarment pas. Pour l'Union des syndicats catégoriels de la police, qui représente 30% des policiers en tenue, il s'agit de savoir si les policiers peuvent compter sur leur ministre ou s'ils sont orphelins. Écoutez son représentant, M. Alboix. Le ministre de l'Intérieur est plus préoccupé par la politique menée actuellement par le Parti socialiste, et c'est normal, c'est un militant socialiste, mais il devrait penser qu'il est avant tout maintenant le ministre de l'Intérieur de l'État français, et qu'il lui appartient de se préoccuper de la sécurité des citoyens et de donner les moyens à la police d'exercer sa mission. La police a besoin surtout de moyens moraux, se sentir soutenue, tant sur le plan moral que sur le plan matériel, et elle a besoin aussi qu'on prenne en considération ces problèmes de structure qui se sont fait jour depuis 1977, où la police, vraiment, depuis les décrets Poniatowski, a complètement été désorganisée. Il y a un malaise parmi les policiers, mais est-ce que vous ne pensez pas en même temps, à l'inverse, qu'il y avait un malaise aussi dans la population à l'égard de la police ? La police française est utilisée par l'État français et donc par le gouvernement français. Elle relève directement de la politique, qu'elle ait été utilisée d'une manière abusive, d'une manière injuste par les gouvernements précédents. C'est le procès que fait M. Defferre. Lui, si ça peut arranger sa politique et qu'il estime devoir faire le procès des policiers, soit, mais je pense qu'il devrait davantage s'attaquer à l'institution archaïque qu'est la police française, plutôt que de s'attaquer aux hommes. Est-ce qu'il ne s'agit pas tout de même, d'une certaine manière, d'une réaction de policiers de droite contre un gouvernement de gauche ? Absolument pas. Vous savez, il n'y a pas des policiers de droite et des policiers de gauche. Vous en êtes sûr ? Non, il y a des policiers tout court, qui ont le souci d'exercer leur mission, qui ont un sens aigu du service public et qui sont là que pour exécuter les ordres. Vous savez, on ne demande pas
à aucun policier de prendre quelque initiative que ce soit. Chaque fait et geste d'un policier est régi par une circulaire, par une note de service, donc il appartient à ses chefs de bien définir ses missions. Seul le syndicat CGT Police s'est élevé contre l'incident de ce matin où il voit l'expression de l'hostilité au gouvernement de la gauche. Un autre syndicat très minoritaire, la FPIP, a décidé de son côté d'entamer une procédure judiciaire contre le ministre de l'Intérieur. C'est à ce syndicat que s'en prend Gaston Defferre, interrogé ce soir à Marseille par Corinne Pertuis. Il donne d'abord sa version des incidents de ce matin. Suivi la voiture pilote qui s'est trompée et nous nous sommes trouvés à la fin d'un cortège de 2 à 3 000 personnes. J'ai demandé, pour ne pas gêner cette manifestation, qui était une manifestation assez solennelle, au chauffeur de faire demi-tour. C'est ce que nous avons fait. Et quand nous repartions, nous sommes tombés sur un petit groupe, j'en ai vu personnellement 2 ou 3 de personnes dans... Je ne sais pas si ce sont des policiers, je ne pense pas que ça puisse être des syndicalistes, qui m'ont apostrophé en termes peu aimables. Bien sûr, je n'ai pas répondu. Et je n'attache pas grande importance à cette attitude. J'attache d'autant moins d'importance que j'ai lu les communiqués qui ont été faits par les grandes centrales syndicales et qui condamnent ce comportement irresponsable. Il n'en reste pas moins que les syndicats de police vous reprochent d'agir plus en homme politique qu'en chef de la police. Non, c'est un syndicat d'extrême droite qui représente moins de 1% des voix quand il y a des élections pour choisir les responsables des syndicats, exactement 0,8%. Et je vais même vous faire un aveu, être critiqué par une extrême droite virulente est plutôt flatteur pour un homme comme moi. Mais d'après vous, est-ce que vous agissez plus en homme politique qu'en chef de la police? Est-ce que c'est délibéré de votre part? J'agis sans distinguer l'un ou l'autre. Je suis un homme politique. J'ai un devoir, des devoirs même, en tant qu'homme politique. J'ai des devoirs en tant que ministre responsable de la police. J'ai donné pour instruction, par exemple, à la police de rechercher les extrémistes, ceux qui commettent ou veulent commettre des attentats, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Alors ceux d'extrême droite ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de cela. Ce malaise de la police, en fait, vous le niez? Je le nie complètement, car le malaise de la police ne peut pas résulter de déclarations d'hommes qui représentent si peu de choses, alors que les grands syndicats, au contraire, collaborent avec moi pour donner à la police à la fois plus d'efficacité et une meilleure image. Un sondage qui marque un anniversaire, celui des 6 premiers mois du nouveau septennat. 53% des Français estiment les résultats positifs contre 31% qui pensent le contraire. C'est ce qui ressort d'un sondage que publiera demain le Journal du Dimanche. Un autre chiffre intéressant, 58% des gens interrogés contre 27% souhaitent que le régime tende vers la modération plutôt que la radicalisation. Le ministre, qui apparaît volontiers comme le champion de cette ligne modérée, sera lundi soir l'invité de la rédaction d'Antenne 2. Il s'agit de Jacques Delors, le ministre de l'économie et des finances, que vous retrouverez donc lundi pour Affaires vous concernant. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté la nuit dernière le budget de l'agriculture et ce matin celui des PTT qui est en augmentation de plus de 22% par rapport à l'an dernier. Ce soir, les députés examinent le budget des transports. Le secrétaire d'État chargé des rapatriés, Raymond Courrière, a participé cet après-midi à Montpellier au congrès du mouvement du recours. Autrement dit, le rassemblement et coordination unitaire des rapatriés et spoliés d'outre-mer. Un congrès intéressant à la lumière des récentes inquiétudes exprimées par certains rapatriés, qu'il s'agisse de la commémoration de l'anniversaire de la guerre d'Algérie ou l'éventuel renvoi des archives en Algérie. L'esprit de concertation qui préside au règlement des premières mesures prises par le gouvernement est absolument satisfaisant. Bien entendu, ça n'est pas terminé. Il y a encore des problèmes à régler, notamment l'amnistie et une nouvelle loi d'indemnisation et l'intégration des Français musulmans dans la communauté nationale. Mais je pense que nous sommes véritablement sur une voie sérieuse et raisonnable avec le nouveau gouvernement.
Cette satisfaction est suffisamment inhabituelle chez les adhérents du recours pour qu'on la souligne ce soir. Mais il est vrai qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, ses dirigeants avaient appelé à voter François Mitterrand. Alors ce soir, la satisfaction vient de ce que le secrétaire d'État aux rapatriés a précisé que le plan global d'indemnisation annoncé sera discuté très prochainement au Parlement, qu'il a également apaisé les craintes du recours pour ce qui est du départ de France des archives concernant l'Algérie. Moi, je considère, d'ailleurs comme beaucoup de rapatriés, qu'il s'agit d'une fausse querelle, d'une querelle politique destinée à occulter le travail énorme que nous faisons à l'égard de nos amis rapatriés. Qu'ils sachent dans tous les cas les uns et les autres que la France n'a l'intention de brader quoi que ce soit, mais bien entendu toujours de discuter comme il fallait le faire et comme auraient pu le faire mes prédécesseurs depuis très longtemps, car n'oubliez pas que ce problème des archives est pendant depuis 1962. La violence n'a pas de justification lorsque les conditions du dialogue existent. C'est ainsi que le secrétaire d'État au Dom-Tom, Henri Emmanuelli, condamne les violents incidents qui viennent de survenir à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Des incidents qui confirment la tension sur place entre les indépendantistes et les partisans du maintien de la tutelle française. De Nouméa, Henri Cyr, de FR3. Il est 15h30 lorsque ferme la braderie. En plusieurs points de la ville, de petits commandos de jeunes Mélanésiens sortent des pierres de leurs musettes et s'attaquent aux vitrines des magasins, aux voitures en stationnement et tentent d'allumer quelques foyers d'incendie. Des actions rapides suivies de fuites éperdues pour recommencer un peu plus loin. Les forces de l'ordre réagissent rapidement, le tout durera 1 heure. Bilan, plusieurs dizaines de vitrines éclatées, une dizaine de magasins pillés, une cinquantaine d'arrestations, quelques blessés légers. Ce soir, le calme est revenu sur Nouméa. Les rues sont désertes, les bars sont fermés, mais la colère et l'angoisse qui planent sur la ville rendent l'atmosphère presque irrespirable. L'image du jour est tout en muscles. Pour marquer le 64e anniversaire de la Révolution d'octobre, le régime soviétique durcit le ton et exhibe sa puissance militaire. Dénonciation de l'agressivité accrue de l'impérialisme, réaffirmation de la force soviétique, tels sont les accents donnés à la cérémonie par le maréchal Oustinov, le ministre de la Défense. Jean-Marc Ilouz. Au-delà de l'immuable rituel des défilés sur la place rouge, on attendait les discours. Cette année, le choix d'une personnalité militaire était révélateur. Et aux côtés d'un président Brejnev apparemment en bonne santé, c'est le maréchal Ustinov, ministre de la Défense d'Union soviétique, qui a donné le ton. Pour dénoncer l'agressivité accrue des forces de l'impérialisme et du bloc de l'OTAN et surtout rappeler que l'URSS dispose de forces considérables. L'Union soviétique ne permettra pas aux ennemis de la paix de compromettre la détente et surtout de rompre l'équilibre des forces dans le monde. Voici quelques-uns des 50 000 chars de l'armée rouge. Les USA n'en possèdent que 11 000. Pour beaucoup d'experts militaires occidentaux, l'arsenal atomique de l'URSS a rejoint et parfois dépassé celui des États-Unis pour ce qui concerne missiles intercontinentaux et ogives nucléaires par exemple. En raison de l'intervention soviétique en Afghanistan, les ambassadeurs de l'OTAN avaient boudé le défilé, rejoints cette année par la Suède et le Danemark, qui n'ont pas vu dans la présence inopinée d'un sous-marin soviétique près de la base secrète suédoise de Karlskrona la démonstration de la volonté pacifique évoquée par le maréchal Ustinov. L'autre intérêt de la cérémonie, c'était, comme à chacune de ces apparitions publiques, l'occasion d'examiner attentivement l'état du numéro 1 soviétique, Léonid Brejnev. Il semble en assez bonne forme, il a gravi d'une seule traite les marches de la tribune. Des précautions exceptionnelles pour ménager sa santé ont cependant été demandées aux autorités de Bonn, où M. Brejnev doit se rendre dans 15 jours. Le gouvernement allemand a dans l'immédiat un autre sujet de préoccupation. À Francfort, depuis 5 jours, différents mouvements écologistes et pacifistes s'opposent physiquement à l'agrandissement en pleine forêt de l'aéroport civil et militaire de Francfort. 20 000 manifestants se sont mis en marche cet après-midi pour tenter de pénétrer sur le chantier après que les autorités aient repoussé leur ultimatum. Un dispositif policier très important est en place.
Un conflit dans les sables où l'engrenage militaire alimenté par l'armement soviétique et américain risque à nouveau de faire des ravages. Au Sahara occidental, le Front Polisario a décidé de reprendre sa liberté d'action et donc de ne plus respecter le plan de paix proposé par l'OUA. Le motif, la détermination évidente des États-Unis de réarmer le Maroc après la visite sur le terrain d'une délégation militaire américaine. Le ministre de l'Information du Polisario l'explique à Gérard Sebag. L'introduction de nouvelles armes ne peuvent en fait que compliquer davantage le conflit du Sahara occidental et créer des obstacles devant la solution pacifique et négociée entre les deux belligérants, Maroc et Front Polisario. Oui, mais si le Maroc introduit des armes sophistiquées, c'est parce que vous-même, dit-on, vous avez introduit ces armes sophistiquées, notamment des SAM-6 et des SAM-8 soviétiques, au cours de la bataille de Galtazemour, où vous avez abattu un certain nombre d'avions marocains. Tout d'abord, sur cette question, nous avons abattu des avions depuis déjà le début du conflit. La presse internationale témoigne. Et ensuite, si nous avons ces armes, nous aurons déjà non pas attaqué El Ayoun au Galtazemour, mais nous serons déjà à Rabat. Donc vous démentez avoir ce type d'armes? Nous opposons un démenti catégorique et nous disons qu'il s'agit là d'une propagande qui n'est pas nouvelle du roi du Maroc, en voulant présenter un conflit de décolonisation comme un conflit entre l'Est et l'Ouest pour pouvoir justifier des interventions étrangères aux côtés des forces marocaines qui ne peuvent plus combattre et qui connaissent un échec total sur le terrain. Violents affrontements en Iran entre les forces de l'ordre et les opposants au régime. Il y aurait des dizaines de morts au nord-ouest du pays, en Azerbaïdjan. Les Iraniens ont commémoré aujourd'hui en se flagellant le deuil de l'imam Hussein. C'est une fête religieuse essentielle du calendrier chiite. Le rêve américain fait encore des victimes. C'est notre dossier du jour. Les États-Unis font face, depuis les récents changements de la loi sur l'immigration, à un véritable afflux d'immigrés qui réclament l'asile politique. Jusqu'ici, seuls les ressortissants des pays communistes avaient droit d'office à l'asile politique. Maintenant, la provenance importe peu, mais il faut faire la preuve des sévices dont les candidats à la citoyenneté américaine seraient victimes s'ils rentraient dans leur pays. De tous les immigrés qui affluent depuis quelques mois, ce sont les Haïtiens qui payent le plus cruellement le prix de leur espoir. Alain Cancès. Les Américains ont quand même été choqués par la tragédie qui, la semaine dernière, a coûté la vie à 33 émigrants clandestins lorsqu'une minuscule barque venue d'Haïti a chaviré à quelques mètres de la côte. Une tragédie qui peut changer l'attitude des Américains et qui, en tout cas, a provoqué une profonde colère dans les milieux haïtiens d'opposition à Duvalier, installés aux États-Unis. Avant les Duvalier, Haïti était pauvre, mais avec les Duvalier, en plus de la pauvreté, on ajoute la répression politique, la répression systématique pratiquée par les Duvalier. Et partout dans le monde, il y a des pauvres, mais ces pauvres-là n'entendent pas se suicider en haute mer, partout, en vue de se sauver. Le président Carter s'est en effet montré très libéral en matière d'immigration. Et au cours des dernières années, plusieurs milliers d'Haïtiens ont pu s'installer aux États-Unis et s'y construire une vie différente. Je travaille une semaine, je touchais une chèque de 233 $. Ça vaut mieux qu'Haïti, puisque dans un mois à Haïti, j'ai touché peut-être 50 $. Peut-être. Mais aujourd'hui, la réalité est bien différente. Au bout du voyage, il y a désormais ce camp d'internement et la perspective d'un rapatriement forcé à Haïti lorsque les défenseurs des immigrants haïtiens auront épuisé toutes les subtilités de procédure de la justice américaine. L'attente, puis l'expulsion au terme de mois et de mois de détention. Mais le coup psychologique est dur pour nous parce que nous ne savons pas jusqu'à maintenant, jusqu'à quand nous sommes là, on est là, on attend. Voyez. Vaut mieux qu'on vous frappe au lieu de vous attaquer moralement. Mais pour les responsables de l'immigration, il y a la loi. C'est vrai, en raison de la situation économique, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, les pays sont en train, je crois, de revoir leur loi d'immigration.
Et ce que vous devez savoir, monsieur, c'est qu'une loi d'immigration, quel que soit le pays qui l'a faite, est une loi discriminatoire. Et de fait, le gouvernement de M. Reagan a considérablement durci la politique d'immigration des États-Unis, parce que la crise économique a mis beaucoup d'Américains au chômage et que l'arrivée d'étrangers est de plus en plus mal supportée par l'opinion publique. Parce que les Haïtiens sont noirs et que le sentiment raciste est toujours fort, notamment au Sud. Parce que le gouvernement de M. Duvalier est soutenu par l'Amérique et qu'il est dans ces conditions difficiles d'accorder aux Haïtiens le statut de réfugiés politiques, seul moyen légal de les accepter. J'avais des problèmes avec les tontons Macoute d'Haïti, parce que je suis ingénieur et j'avais des problèmes politiques. C'est pour cela que je suis venu ici avec ma famille. On est venu trouver au moins un moyen pour vivre. Soit s'arranger pour avoir de l'argent pour aider les parents qui sont ailleurs. On ne peut pas retourner en Haïti, c'est un suicide. On voudrait bien retourner, mais de toute façon, je crois qu'on aurait des ennuis. Le test est pour un individu de faire la preuve qu'il sera soumis à des persécutions religieuses ou politiques si jamais il doit retourner dans son pays. À l'argument des Américains libéraux qui soulignent que tel est à l'évidence le cas des Haïtiens et qu'on les traite plus durement que les réfugiés venus des pays communistes, Cuba par exemple, les officiels répondent. Mais eux aussi doivent faire la preuve qu'ils seront soumis à des persécutions religieuses ou politiques. Ce ne suffit pas d'arriver et de dire que ce sera le cas. Il faut en faire la preuve. Il faut démontrer qu'il en sera ainsi. Certes, le camp n'est pas un camp de concentration, expression pourtant employée par des journaux américains. C'est malgré tout une prison, même si on y trouve la télévision et le téléphone. Les Américains libéraux et les mouvements noirs n'apprécient guère de voir qu'aux États-Unis aujourd'hui, des barbelés séparent des garçons et des filles de 20 ans. Les adversaires de M. Reagan s'indignent aussi d'un accord signé entre le gouvernement américain et Haïti, qui permet aux gardes-côtes américains d'intercepter en pleine mer, en mer libre, les bateaux d'Haïtiens pour les ramener de force dans leur pays. La presse américaine est sévère pour M. Reagan, plus sévère à dire vrai que l'opinion publique. En attendant une hypothétique solution du problème de Haïti, cette nuit, comme toutes les nuits, les gardes-côtes sont sortis en patrouille à la recherche des rescapés d'un illusoire voyage vers l'espoir. Si les Haïtiens sont refoulés, les émigrés cubains, eux, continuent d'être accueillis. Le régime cubain s'attend d'ailleurs au pire de la part de l'administration Reagan, selon le ministre cubain de la Culture dans une interview au journal Le Monde. C'est sans grand enthousiasme que les Belges vont voter demain pour la deuxième fois en moins de 3 ans. Ils doivent élire députés et sénateurs pour définir une nouvelle carte politique qui permette la constitution d'un gouvernement après la démission en septembre dernier du gouvernement Heskens. Pour la première fois, l'âge du vote, qui est obligatoire, a été abaissé à 18 ans. Si la campagne électorale a été morne, l'enjeu des élections est crucial et leur issue incertaine devant la complexité des problèmes économiques et linguistiques qui accable la Belgique. Un fait divers dramatique qui a eu lieu hier soir et qui devrait faire réfléchir beaucoup de parents. À Épinay-sur-Seine, 2 enfants de 12 et 9 ans ont été abattus par jeu d'un coup de fusil de chasse par un enfant de 9 ans et demi. Ils jouaient à se faire peur. En 1 an, en France, près d'une dizaine d'enfants sont morts dans les mêmes circonstances absurdes. Alors surtout, si vous détenez des armes à feu, bouclez-les. L'histoire du jour est une belle histoire sportive, car c'est vraiment pour le plaisir qu'on a joué au rugby cet après-midi à Bayonne. Les Barbarians français affrontaient les redoutables Néo-Zélandais, les All Blacks. Ils se sont fait battre 28-18, un résultat que les Néo-Zélandais ont pris, eux, au sérieux avant le match de samedi prochain. Daniel Casal. Les Barbarians sont un club privé où l'on entre sur invitation. Pour en faire partie, Jean-Pierre Rive, lui-même Barbarian et grand absent de cette rencontre, explique qu'il faut remplir 3 conditions. Aimer le rugby, aimer l'offensive, être aussi fair-play sur le terrain que dans la vie. Sur le terrain, les Barbarians se distinguent par leur numéro, mais aussi par leurs chaussettes. Chacun d'eux porte les chaussettes de son club d'origine. Avec les Barbarians, une chose est sûre, on a droit au rugby ouvert, ponctué d'attaques classiques, un jeu plein de panache qui fait se dresser un stade entier comme un seul homme. Cette volonté d'attaquer à outrance, de faire voler le ballon de main en main n'est pas toujours couronnée de succès. Mais qu'importe, pour les Barbarians,
L'essentiel, c'est de s'amuser. Gagner est une préoccupation secondaire. Les All Blacks étaient venus à Bayonne dans un tout autre état d'esprit. Battus mercredi à Grenoble par une sélection française, ils avaient à cœur de venger cet affront et de préparer du même coup le test match de samedi prochain à Toulouse. Voilà pourquoi, jouant avec plus de rigueur, ils ont profité à la 12e minute de leur première action offensive pour marquer un essai par leur centre Stone, un essai digne des meilleurs joueurs du monde que sont ces Néo-Zélandais. Les efforts des Barbarians allaient enfin aboutir peu avant la mi-temps après ce regroupement. Martinez donne à Viviès, passe sautée de Viviès pour Merlos. Merlos qui se faufile comme une anguille dans la défense des Néo-Zélandais. Un essai qui rend encore plus amer les citrons de la mi-temps. En seconde mi-temps, les All Blacks, menés 12-6, parviendront à leur fin grâce à 3 essais, 2 pénalités et un drop. Ils battront les Barbarians 28-18. Mais pour Andy Irvine, l'arrière écossais invité des Barbarians est auteur de 14 points, qu'importe le score, pourvu qu'on ait l'ivresse d'un bel après-midi de rugby. Le deuxième lancement de la navette spatiale américaine Columbia aura lieu jeudi prochain à 13h30 heure française. Les deux filtres, les deux générateurs qui avaient été à l'origine du report du lancement de mercredi dernier ont été nettoyés. Une image surprenante, l'image d'un geyser qui a fait irruption en France à Saint-Nectaire. Une colonne d'eau chaude à 55 degrés jaillit toutes les 8 minutes. La semaine prochaine, on ne le verra plus. On va essayer de le domestiquer avec une pompe pour ranimer l'établissement thermal qui est tout proche. Et maintenant, quel temps pour demain, Laurent Broumède? Eh bien, pas de geyser d'eau chaude. J'ai envie de dire que sur le front de la météo, c'est un petit peu le statu quo. Vous savez, quand un anticyclone s'installe sur le pays, une fois qu'il est là, il bouge plus. Alors, on est protégé. Malgré tout, aujourd'hui, il y a eu des paquets de nuages qui sont arrivés sur le nord-est du pays, un air un peu plus humide, mais ils sont en train de se désagréger, si bien que sur la carte de demain, eh bien, on découvre surtout du soleil. Alors, il y aura encore des nuages sur le nord des massifs montagneux de l'est du pays. Vous voyez de la brume tenace dans le sud-ouest et des brouillards givrants dans le centre, le nord-est et dans le nord. Il faut dire que s'il y a du soleil l'après-midi, en revanche le matin il fera froid et même de plus en plus froid, puisque sur notre liste de températures on pourrait remplacer les 0 degrés d'hier par des -2 ou des -3 degrés. Je pense qu'on va voir ces températures qui s'échelonnent donc de 0 à -2 dans le centre et dans le nord, jusqu'à tout de même 5 degrés dans l'ouest et 7 degrés dans le sud-est le matin, l'après-midi, comme aujourd'hui, de 9 à 15 degrés en général. Enfin, il y a l'agenda pour terminer, et si vous voulez tout savoir, Christine, je vous dirais que lundi, eh bien, des nuages et donc un temps plus doux reviendront sur le nord-ouest du pays. Merci Laurent. Votre prochain journal à 23h30 avec Jacques Merlino. Demain, à Antenne de Midi, Bernard Langlois a la chance de recevoir Jean Marais. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous en rappelle les titres. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, confronté au malaise des policiers lors de l'enterrement de l'un d'entre eux abattu à Lyon. À Moscou, démonstration de force militaire à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution d'octobre. En rugby, les Barbarians battus par les All Blacks à Bayonne. Bonne soirée sur Antenne 2. Je vous retrouve demain à 20h.